Dans ton cab par Align Technology, c'est la série qui vous plonge chaque mois dans le quotidien des orthodontistes à travers le regard d'experts sur l'actualité du secteur, ses bonnes pratiques et ses innovations. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ton cab. Révolution de l'intelligence artificielle, aligneur, réalité virtuelle. Comment les innovations ont-elles transformé le métier d'orthodontiste et comment vont-elles continuer à le faire? Quel sera le futur de ce métier? Et comment composer avec les avancées technologiques à l'intérieur de son cabinet pour les mettre au service du patient? C'est ce que nous allons voir dans ce 6e épisode dans lequel nous accueillons le docteur Nikhilesh Vahid, orthodontiste. Il est président de la World Federation of Orthodontists et auteur de plus de 200 articles de recherche. Nous sommes aussi avec le docteur Ombline Roturier. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes pédodontiste, diplômé de l'Université de Bordeaux en 2017 et formé en hypnose médicale et vous rejoignez l'équipe de spécialistes pluridisciplinaires du cabinet dentaire le 72 à Bordeaux en 2020 où vous nous accueillez d'ailleurs aujourd'hui. Vous êtes aussi la cofondatrice de Petit Bout de Lumière. C'est une innovation à destination des jeunes patients et on va bien sûr en reparler dans cet épisode. Et puis le docteur Elisabeth Narcy, bonjour. Bonjour. Vous êtes également diplômée de l'Université de Bordeaux, vous en 97, puis du Sexmo en 2001. Technophile, vous avez co-développé un cabinet d'environ 200 mètres carrés à la pointe de la technologie, qui se trouve d'ailleurs à quelques centaines de mètres d'ici. Et vous avez été confronté de nombreuses fois au challenge engendré par l'innovation. À son arrivée en cabinet, vous allez nous raconter tout ça. Et nous commençons ce podcast avec l'interview du docteur Vahid qui a été enregistrée il y a quelques jours. Et puis nous revenons après ici au cabinet le 72 pour en débattre. Bonjour docteur Vahid, merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous pour ce podcast. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et de votre rôle de président de la World Federation of Orthodontists? Merci de votre accueil. Mon parcours, c'est celui d'un jeune garçon qui a aujourd'hui 48 ans. Je suis né et j'ai grandi à Mumbai, en Inde. J'y ai fait mes études dentaires, ma formation en orthodontie, mon doctorat. Et je suis très fier de mon éducation indienne. J'ai eu une carrière aux multiples facettes. J'ai donc été avant tout un clinicien, mais aussi un enseignant en orthodontie. J'ai participé à la rédaction de revues scientifiques et j'ai été moi-même auteur. La responsabilité qui me tient le plus à cœur est celle de la défense de l'orthodontie, de la profession, instiller de l'enthousiasme et du leadership au sein de la profession. La WFO regroupe plus de 120 associations nationales et régionales du monde entier. Nous donnons des orientations en ce qui concerne les normes de formation professionnelle en orthodontie. La WFO n'est pas un organisme de réglementation, c'est une instance consultative qui établit des normes de soins, des comparatifs, vise l'excellence dans l'exercice de notre profession et la création de normes de soins minimales dans le monde entier. Depuis plus de 25 ans, nous travaillons au développement de l'orthodontie par le biais de diverses initiatives, qu'il s'agisse de remises de prix scientifiques, de la rédaction de documents fixant les grands principes et orientations générales relatifs à la formation des professionnels de l'orthodontie dans le monde entier. Quels sont les défis liés à l'innovation? Par quelles étapes est-ce qu'elles doivent passer avant d'être adoptées? Le plus grand défi est celui de l'état d'esprit. Ce n'est pas la technologie elle-même, car tant que nous traiterons des êtres humains, ce sont eux qui utiliseront la technologie. Quand je dis qu'en 2024, la technologie médicale ou appliquée à la santé doit être une matière enseignée dès le début des études supérieures, parce qu'il y aura toujours de nouvelles technologies. C'est quelque chose qui doit être intégré comme un concept de flux de travail et enseigné à tous les jeunes internes. Pour tous les jeunes diplômés en odontologie ou en orthodontie aujourd'hui, il est évident que tous les 3 ou 4 ans, une nouvelle technologie apparaîtra et sera introduite dans leur flux de travail. Mon protocole consisterait donc à vérifier minutieusement les données probantes en termes de résultats cliniques. Ce n'est pas parce que quelque chose a très bien fonctionné en laboratoire que cette innovation a une utilité clinique. Une fois ces vérifications faites,
Une fois que vous avez décidé que cela améliore la dynamique de votre cabinet, certains indicateurs de votre cabinet, que cela pourrait avoir une utilité potentielle, vous décidez alors de l'incorporer. Vous calculez le rapport coût-bénéfice. Une fois que vous l'avez incorporé, vous devez comprendre quel est l'impact sur vos flux de travail existants, ce qui sera remplacé. La formation du personnel commence bien avant l'incorporation, parce que vous ne pouvez pas incorporer une nouvelle technologie du jour au lendemain. Quels sont les défis liés à l'innovation? Par quelles étapes est-ce qu'elles doivent passer avant d'être adoptées? Le plus grand défi est celui de l'état d'esprit. Ce n'est pas la technologie elle-même, car tant que nous traiterons des êtres humains, ce sont eux qui utiliseront la technologie. En 2024, la technologie médicale ou appliquée à la santé doit être une matière enseignée dès le début des études supérieures, parce qu'il y aura toujours de nouvelles technologies. C'est quelque chose qui doit être intégré comme un concept de flux de travail et enseigné à tous les jeunes internes. Pour tous les jeunes diplômés en odontologie ou en orthodontie aujourd'hui, il est évident que tous les 3 ou 4 ans, une nouvelle technologie apparaîtra et sera introduite dans leur flux de travail. Mon protocole consisterait donc à vérifier minutieusement les données probantes en termes de résultats cliniques. Ce n'est pas parce que quelque chose a très bien fonctionné en laboratoire que cette innovation a une utilité clinique. Une fois ces vérifications faites, une fois que vous avez décidé que cela améliore la dynamique de votre cabinet, que cela pourrait avoir une utilité potentielle, vous décidez alors de l'incorporer. Vous calculez le rapport coût-bénéfice. Une fois que vous l'avez intégré, vous devez comprendre quel est l'impact sur votre flux de travail existant, ce qui sera modifié. La formation du personnel commence bien avant l'incorporation, parce que vous ne pouvez pas incorporer une nouvelle technologie du jour au lendemain. Vous commencez par travailler avec les 2 technologies en parallèle, l'existante et la nouvelle, avant de faire la bascule complète. Ce n'est qu'une fois que vous obtenez un retour d'information positif, au bout d'1 mois ou d'un trimestre, que vous devriez effectuer le changement en faveur de cette nouvelle technologie. Et vous mentionnez souvent l'importance de l'intelligence artificielle dans votre métier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment l'IA est utilisée en orthodontie aujourd'hui et quels sont ses avantages? Lorsque j'étais interne, pour préparer un cas, je devais tracer manuellement un céphalogramme. Je devais prendre les empreintes d'un patient pour le moulage, m'assurer que mes bases étaient bien taillées, puis prendre des mesures manuelles sur chacun de ces moulages. Tout ce processus d'analyse du patient, de préparation et de classement de mes dossiers représentait presque une demi-journée de travail. Les analyser représentait 2 heures de travail supplémentaires. Aujourd'hui, l'acquisition de toutes ces données, la production de mes rapports, la génération de modèles diagnostiques et la formulation d'options thérapeutiques prend entre 20 et 30 minutes. C'est un avantage indéniable. Le diagnostic est le principal. Et c'est aussi un choix sûr, assorti de différents garde-fous, dans le sens où l'IA n'est pas utilisée pour exécuter quoi que ce soit. À ce stade, elle vous aide seulement à prendre une décision. L'IA est omniprésente dans le domaine de l'acquisition de données, à l'aide de scanners intraoraux. Là encore, il s'agit d'applications diagnostiques. Pour la planification thérapeutique, il existe des logiciels pour la segmentation et l'alignement automatique des dents, qu'ils fassent partie de la suite logicielle fournie avec les scanners ou qu'ils soient indépendants. L'IA est également appliquée au suivi du traitement orthodontique. Vous savez, il existe des exemples ésotériques d'utilisation de l'IA pour aider les orthodontistes à prendre des décisions concernant l'extraction ou la non-extraction, la chirurgie ou l'absence de chirurgie, ou pour étudier les résultats des infections post-chirurgicales. La technologie et l'IA sont soumises au même principe. Dès que nous pensons avoir trouvé la meilleure solution possible, l'intelligence artificielle innove pour nous offrir quelque chose d'encore meilleur. Comment les innovations facilitent-elles la qualité de vie des patients? Pour prendre un exemple concret, la thématique du suivi des patients, les patients de la jeune génération disaient qu'ils avaient l'impression de pouvoir mieux communiquer avec leur orthodontiste par l'intermédiaire d'une application.
Imaginez deux personnes en conversation via une application. Si vous ne savez pas comment intégrer ne serait-ce qu'un logiciel de communication pour améliorer l'expérience du patient dans le cabinet d'orthodontie ou d'odontologie, force est de constater que vous n'œuvrez pas dans le meilleur intérêt du patient. Nous devons donc être conscients des changements sociologiques qui se produisent autour de nous et de l'impact qu'ils auront sur notre profession. Les patients font appel à un professionnel de santé qui répond à leurs besoins. La technologie apporte une plus-value à l'expérience au fauteuil. La nouvelle génération est habituée à l'interaction technologique pour toutes les choses de la vie, qu'il s'agisse de réserver un taxi, de commander son sandwich ou de faire ses courses quotidiennes. Le recours à une application est devenu une évidence. Et s'ils pouvaient obtenir des réponses à leurs questions de santé, vous savez, le cœur de la relation médecin-patient reste la communication. Et si la technologie peut faciliter cette communication, l'expérience du patient s'en trouvera améliorée. Est-ce que pour vous, c'est véritablement l'avenir, comme ça peut être le cas dans d'autres domaines ? Je pense que l'avenir de l'orthodontie est prometteur. Je me souviens de la couverture du Time en 2000. À l'époque, tout le monde s'enthousiasmait à l'idée d'entrer dans un nouveau siècle. Le magazine Time avait donc publié en couverture un article sur les 20 métiers qui vont disparaître d'ici 2020. Et l'orthodontie figurait dans cette liste. Nous sommes en 2024 et vous et moi discutons encore de l'avenir de l'orthodontie. Nous avons donc vécu des moments intéressants. Et beaucoup de ce dont nous parlons aujourd'hui pourra sembler stupide dans 10 ans ou prophétique dans 10 ans. Nous n'en savons rien. La technologie et la science enseignent une forme d'humilité, celle de reconnaître que nous ignorons beaucoup de choses. Et tant que nous aurons cette humilité, nous aspirerons toujours à en savoir plus. En matière de sciences de la santé, on parlera toujours de valeur ajoutée tant que la priorité restera le patient. Le patient doit être notre première préoccupation. Ensuite viennent les technologies qui facilitent la vie des praticiens, qui améliorent la façon dont nous interagissons, l'aspect commercial, l'expérience. Mais le patient est et doit être au centre de toute démarche. Et pour finir, est-ce que vous avez un conseil pour les futurs orthodontistes ? Continuez d'étudier la spécialité tout au long de votre vie. À partir du moment où vous conservez la curiosité et le désir de savoir d'un étudiant, vous savez que la profession vous soutiendra. La science vous soutiendra. Dès que vous commencez à vous prendre pour un expert, vous commettez la première erreur d'une longue série. L'humilité est donc la plus grande valeur que je vous encourage à cultiver. Merci encore, Dr Vahid, pour cet entretien. Je vous dis à très bientôt. Merci pour l'invitation. J'ai adoré participer à ce podcast. Merci encore au Dr Vahid pour cet entretien. Retour maintenant au cabinet Le 72 avec les docteurs Narcy et Roturier. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans cette intervention du docteur Vahid ? Est-ce qu'il y a un point, docteur Narcy, que vous avez relevé, que vous aimeriez, sur lequel vous aimeriez revenir ? Oui, absolument. J'ai beaucoup aimé son interview. Je partage vraiment ses idées. J'ai bien aimé la fin lorsqu'il évoque avec beaucoup de positivisme l'avenir des orthodontistes. On entend souvent cette intelligence artificielle, c'est la fin des orthodontistes, la fin d'une profession. Elle va remplacer les orthodontistes et lui explique très clairement que non, elle ne remplacera que les orthodontistes qui ne savent pas l'utiliser. Donc, changeons nos mentalités, soyons curieux, soyons des éternels étudiants, humbles et curieux qui vont s'adapter et intégrer ces technologies dans leur pratique quotidienne. Donc voilà, il ne faut pas en avoir peur, il faut au contraire les accueillir avec positivisme. Docteur Narcy, vous êtes vous-même, on l'a dit, très technophile. Quelle est votre relation finalement à la technologie et à l'innovation ? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté dans votre quotidien, dans votre métier ?
Beaucoup de choses. Effectivement, je ne travaille plus du tout aujourd'hui comme je travaillais il y a 25 ans lorsque j'ai commencé. Cette technophilie, je l'ai héritée de mon père, qui, depuis que j'ai été petite, a toujours voulu avoir le premier ordinateur, le premier lecteur de CD, le premier lecteur de DVD, et ainsi de suite. Donc, dès que quelque chose sortait, on s'y intéressait. Donc, j'ai continué sur cette lignée dans ma pratique d'orthodontiste. Aujourd'hui, c'est plus mon père qui me pousse, ce sont mes enfants qui sont derrière et sans arrêt qui me disent regarde ci, regarde ça, intègre ça. Oui, je m'amuse. J'ai mis un cadre dans mon cabinet de consultation avec toutes les boucles que j'ai pu plier quand j'ai commencé mon exercice. C'est ce qu'on faisait. J'explique à mes patients, ils me disent mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des hiéroglyphes, qu'est-ce que c'est? Je lui dis ça c'était il y a 25 ans. Aujourd'hui je travaille avec mes doigts. Maintenant je suis beaucoup plus sur mon ordinateur à traiter des images 3D. Oui, ma pratique, pour répondre à votre question, non, elle n'est plus du tout la même. Elle évolue en permanence et c'est ça qui est grisant et qui permet d'être toujours heureux de continuer à travailler. Je voulais qu'on revienne sur votre pratique. On sait notamment que vous avez utilisé très tôt les aligneurs dès je crois, le tout début des Dès aligneurs 2002, en France. quand ça a démarré, j'ai même été ma première patiente. Ça n'avait pas très très bien marché à l'époque, mais effectivement, lorsque les aligneurs sont arrivés, c'est tout de suite quelque chose qui m'a interpellée et j'ai jamais lâché. J'ai continué à suivre l'évolution de ces aligneurs et aujourd'hui, effectivement, cela fait partie, une grande majorité de mes traitements se font par aligneur. Quel regard vous portez justement sur l'évolution du métier d'orthodontiste? On peut prendre l'exemple des aligneurs, je pense, qui ont évolué au fur et à mesure de vos années de pratique. Quel regard vous portez sur ça, sur ces évolutions des dernières années? Je trouve que ça s'accélère terriblement. Effectivement, en 2002, on n'y était pas trop. En 2007, c'est reparti. Depuis 2015, ça n'arrête pas d'évoluer. Les aligneurs il y a différentes générations d'aligneurs et les générations d'aujourd'hui sont très performantes. Tous les ans, on nous offre un outil différent et plus ça va, plus on peut traiter tôt, on peut anticiper, on peut traiter vite, on peut traiter avec des contraintes moindres. Donc l'évolution me paraît incroyable. Je trouve que c'est extrêmement grisant d'avoir eu la chance d'être orthodontiste à cette époque, d'avoir vu l'avant, d'être pendant et l'évolution. Oui, je suis très impatiente de voir ce qu'on va nous proposer dès 2025 et ainsi de suite. Je suis plutôt très optimiste sur cette évolution. Docteur Narcy, vous nous avez parlé justement de cette idée de mettre l'innovation au service du patient. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, vous, dans votre pratique, docteur Roturier? Tout à fait, nous utilisons de nombreuses technologies, que ce soit les caméras optiques, que ce soit les cônes BIM ou encore d'autres techniques pour prendre en charge l'anxiété du patient. Nous avons la chance d'avoir de nombreux outils que nous pouvons utiliser pour permettre un traitement plus confortable pour nos patients. Alors justement, vous avez créé une société, vous êtes la co-fondatrice d'une société qui s'appelle Petit Bout de Lumière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est cette innovation et à qui elle est destinée? Petit Bout de Lumière, ce sont les premières lunettes de réalité virtuelle interactives qui sont à destination des jeunes patients lors des soins dentaires ou orthodontiques. Le principe de nos lunettes, c'est très simple. Ce sont des lunettes pour permettre aux patients d'être beaucoup moins anxieux lors des soins dentaires et de gagner leur confiance et leur coopération. Lorsque les patients arrivent au cabinet, lors de la première consultation, nous faisons le diagnostic et s'il y a des soins à prévoir, nous leur expliquons qu'il est possible de les soigner avec ces lunettes de réalité virtuelle. Le jour J, les patients arrivent et en général, ils sont très contents d'être là parce qu'ils savent que pendant que nous allons les soigner, ils vont pouvoir jouer et s'évader. Lorsque le patient s'installe, nous lui confions une manette. Cette manette va lui permettre de jouer
dans les lunettes, mais aussi va favoriser la dissociation entre ses sensations physiques et ce qu'il voit dans le jeu. Nous avons également une tablette qui est positionnée à côté du fauteuil et que notre équipe soignante peut consulter pour favoriser la communication. Pour reprendre les propos du Dr Wade, effectivement, la technologie favorise ainsi la communication parce que nous voyons tout ce que le patient voit, nous pouvons rebondir sur le fait qu'il a attrapé tant d'étoiles ou gagné tel objectif. Et puis, nous allons également pouvoir déclencher des actions à la demande. Par exemple, si notre patient, on voit dans son langage corporel qu'il y a une petite sensation d'anxiété, les pieds qui bougent ou voilà, un petit moment un petit peu anxiogène pour lui, nous allons pouvoir déclencher des exercices de respiration à la demande pour lui permettre de se détendre, de s'apaiser. Ou nous pouvons déclencher des exercices de surstimulation sensorielle pour saturer tous ses sens et qu'il oublie ce qui se passe ici et maintenant dans sa bouche pendant qu'il est ailleurs. Comment est-ce que vous avez découvert Petit bout de lumière, vous, docteur Narcy ? Par un de mes patients qu'on a en commun, et Ombeline, on communique beaucoup, m'envoie un message en me disant l'intervention que tu m'as demandé s'est très bien passée, et il a décroché 8000 étoiles. Alors là, je comprends rien. Et donc, je dis, c'est quoi cette histoire d'étoiles ? Il me dit, oui, c'était lors d'une traction d'une canine incluse, donc c'était un traitement, c'est un soin qui est un petit peu difficile à vivre pour les enfants. Et Ombeline m'explique qu'elle lui a posé des lunettes de réalité virtuelle très rapidement après cet échange. Ombeline m'a équipée au cabinet. Et je me suis dit, si ça marche en pédodontie, je vais l'essayer en orthodontie. Et j'avoue que je trouve ça absolument fabuleux. On ne fait pas du tout les mêmes soins, mais les premiers gestes, les premiers soins que l'on fait dans la bouche des enfants qu'on reçoit, c'est pas forcément le plus facile. C'est une pose de bague, c'est une pose de taquet pour des aligneurs, ça peut être un disjoncteur, et donc cette première pause, s'ils peuvent être sous la mer ou dans l'espace, jouer, ça passe très bien. Ça passe très bien et ce premier contact, il est tout de suite bon. Je voudrais juste souligner que quand ces enfants ont ces lunettes, on ne les met pas à l'écart. Comment vous avez fait justement pour adapter cette technologie à l'orthodontie ? Est-ce qu'il y avait des enjeux ? On imagine que ce n'est pas exactement la même chose que pour les soins dentaires. Comment vous avez travaillé toutes les deux ? Est-ce qu'il y a eu un travail justement d'adaptation de cette innovation ? Exactement. Ombeline est venue me voir travailler et on a déterminé ensemble, tiens, pour cet acte-là, pourquoi pas le faire ? Combien de temps ? On n'installe pas les lunettes pour un soin qui dure 5 minutes, mais un soin qui va durer plus de 10 minutes, ça vaut le coup. Après, on propose au patient s'il veut ou s'il veut pas, mais ça s'installe c'est un temps assistante, en fait, de préparation. Il ne faut pas que ça rentre dans notre temps praticien, parce que comme nous, on a des soins qui sont rapides, il ne faut pas doubler la durée de ce soin parce qu'il faut mettre les lunettes, il faut expliquer le joystick. Donc, tout ça, ça s'anticipe. C'est un temps qui a été préparé par les assistantes. Et nous, quand on intervient, il est déjà presque équipé. Donc, on a déterminé avec Ombeline pour voir si c'était pertinent d'équiper des orthodontistes. La réponse, elle est oui à coup sûr pour des enfants, mais je vous dirais même pour des adultes anxieux. J'allais vous demander justement, est-ce que l'idée c'est de développer ça pour les adultes aussi ou... On propose. Moi, je propose. Ombeline a développé d'autres logiciels. On a commencé dans l'espace. Là, maintenant, on a un logiciel sous la mer où elle essaie d'adapter aussi par rapport à l'âge des patients. Docteur Roturier, est-ce que justement votre objectif c'est de développer cette pratique, cette innovation auprès d'un grand nombre d'orthodontistes, de praticiens en général ? Vous en êtes où à ce niveau-là ? Tout à fait, oui, ça fait partie de nos perspectives et effectivement entre le scénario dans l'espace et celui sous l'océan, nous avons gamifié plus l'environnement, complexifié le jeu. Et ça fait partie exactement de nos pistes de développement dans les années à venir. Je vous propose maintenant qu'on regarde un autre petit extrait de l'interview du docteur Wade. On lui a présenté Petit bout de lumière et je vais vous laisser écouter sa réaction.
On voudrait vous montrer maintenant une petite vidéo d'une innovation française. Ça s'appelle Petit bout de lumière. Je vous laisse regarder et je vous demanderai de réagir juste après. I would love to. Les soins dentaires sont souvent une source d'anxiété pour les jeunes patients. Le chirurgien dentiste peut désormais proposer une nouvelle solution thérapeutique pour aider les patients à être détendus. En utilisant les lunettes de réalité virtuelle de Petit bout de lumière, les jeunes patients sont beaucoup plus tranquilles, calmes et coopérants lors des soins. Grâce à l'hypnose, aux musiques relaxantes, aux exercices de respiration et aux jeux interactifs par le biais d'une manette, tout est fait pour que le patient se sente bien et que le dentiste puisse travailler dans de meilleures conditions. La tablette permet à l'équipe soignante de suivre l'avancée du patient dans le jeu, de déclencher des exercices de respiration et favorise la communication. Le temps de l'expérience est infini et s'adapte à tout type de soins dentaires ou orthodontiques. Les jeunes patients gardent alors d'excellents souvenirs des soins où ils ont joué et fait d'extraordinaires voyages. Alors, êtes-vous prêt à transformer les soins dentaires en un véritable jeu d'enfant ? C'est fantastique, vraiment. C'est un complément très précieux pour le cabinet. Peut-on quantifier l'effet à l'aide de données? Probablement oui. Vous savez, aujourd'hui, ces types d'innovations au fauteuil prennent tout leur sens parce qu'elles réduisent l'appréhension du patient et le mettent à l'aise. Il y a quelques années, on aurait utilisé une technique de type expliquer, montrer, faire, mais les enfants de cette génération réagissent bien mieux à la technologie qu'à n'importe quelle autre approche. Je suis donc très impressionné par ce que vous venez de me montrer. Voilà, le docteur Vahid qui dit qu'il est très impressionné. Donc, comment vous réagissez à ça? Je remercie énormément le docteur Vahid pour son retour si enthousiaste et positif concernant nos lunettes de réalité virtuelle. Il y a l'idée aussi qu'il faut, dans ce qu'il nous disait le docteur Vahid et qui va très bien avec ce qu'on vient de voir, l'idée qu'il faut rester ouvert toujours à l'innovation, finalement trouver l'innovation qui nous convient et qui convient surtout à ses patients et à son cabinet. Vous êtes d'accord avec ça? Finalement, l'innovation, elle ne peut pas convenir à tout le monde, à tous les praticiens et à tous les patients? Oui, bien sûr. Il faut voir ce qu'on veut intégrer dans son cabinet, hein. On a beaucoup de choix de technologie. Il y a toute notre équipe soignante qu'il faut aussi former à ça. Nous, on avait un petit peu l'impression avec Ombeline, quand on parle de cabinet digital, de numérique, c'est souvent une atmosphère un peu froide. Et nous, on voulait aussi montrer qu'on peut travailler avec des technologies, mais avoir un cabinet qui est chaleureux. On peut avoir un peu de peps, hein. Regardez nos tenues, nos lunettes, vous comprendrez un petit peu le message que l'on veut transmettre aussi à nos patients. Donc tout ça, c'est pas incompatible, mais effectivement, chacun peut aller chercher la technologie qu'il souhaite. Mais comme ça change en permanence, ça évolue tout le temps. Ce qui un jour, on se dit oh non, ça c'est pas pour moi, on peut changer d'avis à tout moment et intégrer des nouvelles technologies sans arrêt. Le message aussi du docteur Vahid, finalement, c'est qu'il faut toujours rester ouvert à l'innovation. Tout à fait, et rester curieux. Il y a énormément de nouveaux outils, de technologies qui nous permettent d'améliorer notre pratique, d'être plus efficace et d'être aussi plus confortable pour nos patients. Donc, ce que je trouve passionnant, c'est de rester ouvert sur le sujet, de se documenter, de tester, d'essayer. Et puis, on a chacun notre boîte à outils. On va essayer de trouver la solution qui sera la plus adaptée pour nos jeunes patients pour qu'ils soient plus tranquilles lors des soins. Comment est-ce qu'on prend la décision d'intégrer une innovation de manière globale? On a l'exemple de Petit bout de lumière, mais plus généralement, peut-être docteur Narcy, comment est-ce qu'on prend cette décision finalement en se disant voilà, je vais intégrer telle innovation, ça va changer ma pratique, mais je me lance? Oui, c'est pas toujours évident parce que ça demande beaucoup d'implication, ça demande du temps pour s'y faire. Donc, on sait que quand on se lance dans quelque chose, il faut le faire à fond. Ou pas. C'est souvent grâce au congrès que l'on fait, où on découvre des choses. Et à chaque fois, effectivement, moi, que j'ai pris cette décision, je me suis dit, je le mets en place, mais je le mets en place dès demain, parce qu'après, je vais me démotiver, et je le mets en place sur beaucoup de personnes. Si je le teste sur 4-5 personnes, j'y arriverai jamais. Donc, je me lance à fond, je le propose à une vingtaine, à une cinquantaine de patients,
Et après, une fois que j'aurai un vrai recul sur cette technique. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'implication, ça demande du temps, ça demande un peu de courage. Et puis, pour soi et pour son équipe. Donc moi, je sais qu'à chaque fois que je pars à un congrès, mon équipe tremble parce que quand j'arrive le lundi, elle se dit bon alors, qu'est-ce qui va nous arriver? Bon, allez, dites-nous. Bon, et donc là, réunion, on met ça en place, mais on le fait pas à moitié. Soit on le fait complètement, et beaucoup, soit on le fait pas. Et retour dans 6 mois, feedback. On verra, est-ce qu'on garde, est-ce qu'on garde pas. Mais oui, il faut faire un choix. Et finalement, moi, j'ai jamais trop regretté. Et bon, mes assistantes, je le dis en souriant, en disant qu'est-ce qu'elle va nous faire, elles sont toutes impatientes en fait quand je rentre, hein, parce qu'elles savent qu'on va trouver des nouvelles solutions pour que ça se soit mieux, que ce soit plus sympa. C'est toujours pour aller dans le confort du patient, dans la qualité du traitement. Et justement, peut-être, docteur Roturier, si vous voulez réagir là-dessus, mais je voulais vous demander à vous deux, c'est quoi les difficultés inhérentes à l'installation d'une nouvelle technologie dans un cabinet? Quelles difficultés vous avez pu rencontrer, par exemple, en mettant en place Petit Bout de Lumière, l'une comme l'autre? Est-ce que vous avez Ouais. des choses qui ont été bloquantes? Docteur Roturier, peut-être, si vous voulez rebondir sur ce que disait le docteur Narcy. Pour moi, ce qui est très important, c'est d'avoir l'adhésion de l'équipe soignante. J'ai la chance d'avoir un assistant dentaire qui est très technophile et donc qui a tout de suite été vraiment très enthousiaste à l'idée d'utiliser les lunettes de réalité virtuelle de Petit Bout de Lumière. Au début, quand il y avait effectivement quelques petits soucis techniques à gérer, il a tout de suite pris la main. Il a vraiment été très impliqué, très motivé. Donc non, j'ai pas vraiment eu de soucis à le mettre en place. Ça a vraiment très, très, très rapidement été un vrai confort à la fois pour nous en tant que soignants, parce que ça nous permet de soigner plus rapidement nos patients, plus efficacement, dans de meilleures conditions, de poser la digue pour faire nos soins tranquillement parce qu'on sait que notre patient, il est bien, il est tranquille. Il y a beaucoup moins d'appréhension face à, comme disait Elisabeth, aux instruments qui sont des fois effectivement un petit peu impressionnants. Les patients savent tout ce qu'on fait et à la fois, c'est beaucoup plus tranquille pour eux. Vous voyez ça justement, pourquoi est-ce que c'est si important pour vous, cette communication? Et comment justement l'innovation peut jouer au service de cette communication? Oui, ça c'est vraiment un point qui est très important pour moi. Je suis intimement persuadée que si mes patients ont bien compris pourquoi ils allaient porter cet appareil, le traitement n'en sera que mieux assumé et j'aurai des meilleurs résultats. Mm. Donc, je passe du temps vraiment au début pour chacun de mes patients pour lui expliquer le bien fondé de son traitement. Et grâce à ces outils technologiques où aujourd'hui on a un système d'imagerie qui est fabuleux, si mon discours peut être associé à un visuel où je lui montre comment il est, ce qu'il va devenir, la simulation, toute l'animation de son traitement au fur et à mesure, ça va très vite. Il comprend très vite. Là, le docteur Révol explique très bien ces différences entre les générations X, Y, Z, explique bien que cette génération d'enfants qu'on a, toute la communication doit passer par ce visuel. Et si la communication est bonne avec lui, on a sa confiance et après il nous dit très bien, on y va. Donc tu veux qu'on commence sous lunettes de réalité virtuelle ou pas, il sait ce qui va lui arriver et le traitement se passe très bien. Donc cette communication avec le patient où pareillement il communique avec moi via des applications, on a une communication directe, il n'est pas obligé d'attendre le prochain rendez-vous. Cette communication elle est beaucoup plus dans le réel, c'est ce dont parlait aussi le docteur Vaïd. Je pense que ces outils de communication technologique ont fortement amélioré ma communication avec les patients et me font gagner aussi du temps parce que les enfants, allez hop, en 3 minutes, ils ont vu, c'est bon, on y va. On n'a pas besoin de faire des très longs discours. Après, cette communication aussi avec les praticiens, on gagne un temps fou. On peut s'envoyer les radios, des simulations avec de prothèses, avec les dentistes. Donc, au-delà de
toutes les avancées sur le traitement même, sur la communication et donc le confort qu'on va apporter à notre patient, je trouve que c'est très important. Vous aussi, docteur Roturier, vous vous rendez compte de ça au quotidien, justement, que l'innovation, elle vous apporte du confort dans la communication, que ce soit avec votre équipe, avec vos patients, avec d'autres disciplines? Tout à fait, tu en parlais, Elisabeth. L'objectif, ça va être de permettre à nos patients d'être plus tranquilles, plus confortables, plus sereins. En tant que pédodontiste, je reçois beaucoup de patients qui me sont adressés par des correspondants, des confrères, des consoeurs, où il y a souvent déjà eu un échec de soins. Donc, je reçois des jeunes patients vraiment très anxieux. La communication, ça va être vraiment la clé pour expliquer le plan de traitement et rendre nos patients acteurs. Justement, ma question suivante, c'était en quoi l'innovation, finalement, c'est un facteur attirant pour les patients. C'est un peu ce que vous êtes en train de nous expliquer. Docteur Narcy, vous l'avez remarqué dans les différentes innovations que vous avez mis en place, que c'était quelque chose qui pouvait attirer de nouveaux patients, finalement, le fait d'avoir des nouvelles technologies dans votre cabinet? Oui, je pense que ça les rassure de dire tiens, je suis soignée un peu avec les technologies du jour, donc mon orthodontiste est plus à la pointe et mon orthodontiste m'a bien expliqué et je l'ai bien compris et du coup je suis d'accord. Donc et je vois bien que c'est pas n'importe quoi. J'ai même pu voir, je ne fais pas que imaginer le sourire que j'aurai. Elle me l'a montré, elle me l'a mis dans mon visage, elle m'a filmé, je me vois parler avec l'intégration de mon nouveau sourire lorsque je parle. Donc, cette projection qu'il a se dit, je sais où je vais, d'accord. Donc, moi, je pense que en gagnant la confiance de mes patients, je réussis mieux mes traitements parce que j'ai une bonne adhésion à mon plan de traitement. Donc, lorsque c'est des aligneurs, nous, la difficulté, c'est de les faire porter. Des ados, c'est pas la tranche d'âge la plus simple à soigner. Hein. Et donc, pour qu'ils adhèrent, il faut qu'ils aient confiance. Ils ont confiance parce qu'on leur a montré et avec des outils technologiques qui leur parlent plus à cette génération qu'à la nôtre. Comment est-ce qu'on fait pour rester à jour sur l'innovation? Vous l'avez dit, c'est quelque chose les nouvelles technologies évoluent tout le temps. Chaque année, il y a des nouvelles choses. Est-ce que vous pensez, comme le docteur Vaïd, qu'il faut rester toujours étudiant, qu'il faut enseigner cette adaptation à l'innovation, en fait, peut-être dès la fac? Je sais pas si moi je pense. Tout à fait. Moi, je pense que c'est vraiment une mentalité à adopter. Il faut qu'on s'adapte. On n'a pas trop le choix. Rester l'esprit ouvert. Après, j'ai la chance d'avoir pas mal d'enfants dans ma famille qui, eux, sont toujours à me pousser. Donc, de toute manière, j'ai pas le choix que de suivre. Et puis, la formation continue. On a quand même beaucoup de congrès, beaucoup de choses. Donc, si on continue à se former, on nous présente les choses. Il y a des représentants qui passent aussi pour nous expliquer. Donc, oui, je crois qu'à la fac, tous les nouveaux étudiants qui sortent sont baignés dedans. La difficulté, je ne pense pas qu'elle est pour eux. Elle est pour nous, praticiens plus âgés, pour toujours rester à la page. Voilà. Donc, après, avoir aussi des jeunes praticiens, des étudiants au sein de notre cabinet qui font des remplacements, qui font des collaborations, qui font des stages, ça nous pousse, hein, c'est sûr. Docteur Roturier, vous aussi, vous êtes pour la formation continue, pour rester toujours à jour sur les innovations? Tout à fait. Vous faites? Oui, tout à fait. Je suis beaucoup de congrès, je donne aussi des formations et je trouve aussi que la richesse est née de nos échanges pluridisciplinaires, comme on peut faire avec Elisabeth, croiser les regards, croiser les perspectives, ou au sein de notre cabinet. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous pour ce 6e épisode de Dans ton cab. Merci également au docteur Vaïd d'avoir accepté de répondre à nos questions. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt. Dans ton cab par Align Technology, c'est le podcast qui tous les mois vous plonge dans le monde de l'orthodontie grâce à des invités experts. Vous pouvez nous retrouver sur votre plateforme de streaming préférée en audio et en vidéo sur YouTube. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à laisser un commentaire. Nous les lirons avec attention. C'était dans DENT Ton Cab, le podcast des orthos pour les orthos.